Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio. Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, 3 écrivains réunis autour d'un thème qui va paraître sans doute d'une terrifiante actualité. En effet, nous avons décidé d'intituler cette émission « Campagne de France ». Alors évidemment, on entend derrière quelque chose de politique. Il en sera d'ailleurs un peu question avec l'une des héroïnes de François Beaune, Marianne, la députée qu'on attend et qui veut rencontrer des vrais gens dans un petit village de Vendée. Mais c'est davantage la campagne au sens géographique, au sens d'espaces cultivés, habités, s'opposant à la ville, dont il sera question dans cette émission aux airs de Retour à la Terre, où aux côtés de François Beaune, nous avons convié 2 jeunes talents, enfin plus que jeunes. Sont-ils jeunes ? Ils sont jeunes, mais ils ne sont pas que jeunes. C'est Cécile Coulon, qui est déjà venue d'ailleurs dans cette émission, auteur d'une fresque paysanne étendue sur 3 générations, où les hommes sont en prise avec une nature presque mythologique, et le jeune aussi, Simon Johannin, auteur d'un premier roman, aux airs de Guerre des boutons, transposé chez Larry Clark, et qui se déroule, lui aussi, ce livre, au fond d'une vallée rurale, où l'humain et l'animal s'étreignent dans un ballet sensuel et violent. Bonjour François Beaune. Bonjour. Je disais que vous étiez encore jeune, c'est vrai, 78. Je suis le plus vieux là. Hein. Vous êtes le plus vieux. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Vous êtes l'homme des histoires vraies, François Beaune, l'auteur d'Un homme louche et d'un ange noir, celui aussi de Des histoires vraies en Méditerranée, qui était basé sur une bibliothèque de textes, de sons, de vidéos, d'histoires vraies de Méditerranéens que vous aviez créé avec Fabienne Pavia. C'est ça, il y avait eu d'abord cette bibliothèque là. C'était un projet sur 2 ans où on avait collecté. Moi j'étais parti et Fabienne était restée puisque c'était l'éditrice, la bibliothécaire du site internet, histoirevraie.org, et j'avais fait tout ce tour de Méditerranée pour collecter des histoires, aller voir les gens, leur poser toujours cette même question, parmi le récit de ta vie, quelle serait cette histoire que tu as envie de partager avec le reste du monde, que ce soit une histoire de famille, une histoire drôle, une histoire triste, une histoire, en tout cas une histoire qui fait partie de ta petite mythologie personnelle. Et de ça, on a fait ce premier projet. D'ailleurs, c'est lié, puisque quand je suis arrivé en Vendée et que j'ai passé ces 2 ans en Vendée, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose ? Voilà. Non pas sur la Méditerranée, mais sur la Vendée. C'est lié, c'est même pour ça d'ailleurs que j'en parlais, parce que c'est ce principe d'aller chercher des histoires vraies qui a présidé à la rédaction de ce nouveau livre, Une vie de Gérard en Occident, que vous publiez chez Vertical, qui se déroule dans une bourgade imaginaire de Vendée, Saint-Jean-des-Oies, où on fait la connaissance de Gérard Hérodeau. Alors c'est lui qui parle, c'est lui qui retrace à l'heure de l'apéritif son parcours d'ouvrier rural à un réfugié érythréen qu'il a accueilli chez lui, qui s'appelle Aman, donc il vient d'Érythrée. Gérard a organisé un petit banquet et il attend, comme d'autres attendaient Godot, la députée locale, Marianne évidemment, qui veut rencontrer des vrais gens et donc pas des faux gens. On ne sait pas ce que c'est, vous nous en parlerez d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les vrais gens. Et donc c'est vrai que c'est un livre qui obéit au même principe, puisque vous êtes allé en Vendée chercher des histoires vraies que vous ont racontées des vrais gens. Ouais, j'ai passé du temps dans les villages, j'étais hébergé chez l'habitant, et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont été très généreux, qui m'ont raconté leurs histoires. On faisait des veillées, on faisait des rencontres dans les salles communales, sur les places des villages, et puis j'ai rencontré ce Gérard. Parce que c'était aussi la rencontre d'une personne. Gérard existe. Gérard existe. Il s'appelle pas Gérard d'ailleurs. Et donc avec lui c'est lié, un lien d'amitié. Et puis j'ai passé énormément de temps à l'interviewer, plus particulièrement lui ensuite. Et on a vraiment travaillé ensemble sur ce livre, avec aussi la famille de Gérard, avec Dédé, son frangin, Puis je lui ai rajouté un certain nombre de personnages. Par exemple, il a pas de fille. Le vrai Gérard. Le vrai Gérard. Donc il lui fallait une fille, donc je lui ai rajouté une fille qui fait du roller derby, mais voilà. Voilà, parce qu'il y a une reconstruction. D'ailleurs, toutes ces histoires, enfin pas toutes, mais la plupart, on les retrouve donc dans ce livre, qui est construit comme un menu avec ses entrées principales, ses salades composées, ses trous normands. Donc on se nourrit finalement d'abord des histoires donc racontées par Gérard, des histoires du coin, les sacrifices qu'il a fallu faire pour garder un hôtel-restaurant, l'histoire d'un cousin qui a un jour braqué les parcs-mètres de la Roche-sur
Yon, puisqu'on est dans la région de La Roche. L'histoire de la pendaison aussi, qui ouvre d'ailleurs le livre d'une petite employée de charcuterie aussi. Donc des histoires de vrais gens que vous êtes allés glaner vous-même en Vendée. Bonjour Cécile Coulon. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes plus jeune que François Beaune. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans dont Le Roi n'a pas sommeil. Vous êtes déjà venu dans cette émission pour une reprise d'un conte de Perrault, Barbe Bleue, que vous aviez revisité dans un livre collectif chez Belfond. Vous nous plongez cette fois dans un autre conte qui s'étale sur 3 générations à la campagne, qui s'intitule 3 saisons d'orage, qui est publié chez votre éditeur, Viviane Ami. C'est l'histoire de 2 familles, une famille de médecins, une famille de paysans qui sont liés par un secret dans un village. Est-ce qu'on peut le placer sur une carte? Est-ce qu'on peut dire le Massif central? Est-ce qu'on s'en fiche? Est-ce que ça n'a pas besoin d'être localisé d'ailleurs? Alors, je pense que maintenant que le livre est publié, on s'en fiche. Moi, quand il a fallu que j'écris, il fallait que je dessine ce paysage. Il fallait que je me pose la question de à quoi ça allait ressembler. Et ça ressemble au Massif central, ça ressemble à la Drôme, ça ressemble aux Alpes et aux Pyrénées. Tout ça mélangé donne le Massif des Trois Gueules. Voilà, les Trois Gueules ou les Fontaines, parce qu'en fait, il y a 2 noms qui semblent se chevaucher. Les Trois Gueules, aussi. c'est le nom des montagnes, parce que c'est 3 pics très acérés, et le village au creux de ces montagnes s'appelle Les Fontaines. Voilà. Alors, c'est des noms d'ailleurs, Les Fontaines ou les Trois Gueules, qui nous parlent d'emblée, en tout cas qui évoquent la force primitive de la nature, force tueuse parfois. Il est question d'une carrière creusée dans la roche, de paysans et d'ouvriers, les ouvriers qui travaillent dans la carrière, qui vont se mêler à ce monde paysan, et de ce jeune médecin qui va s'y installer, qui va y faire souche, puisqu'on va découvrir peu à peu son fils, qui lui aussi s'installe aux Fontaines, aux Trois Gueules aussi. Il est question de lignée, il est question de destin, et c'est un mot important, le mot de destin, parce que vous parliez de ces 3 pics, on a l'impression que plus qu'une fresque, en fait, vous bâtissez un théâtre naturel où va pouvoir se jouer une sorte de tragédie où la minéralité, le sang, l'humain sont absolument centraux. Alors c'était l'idée de départ, c'est de se dire que voilà, l'être humain au milieu d'un théâtre de pierre et des carrières de pierre n'est pas grand-chose, puisque la pierre reste et eux s'en vont très vite. Et ce que j'avais envie de montrer, c'est qu'en fait, les gens qui viennent habiter là sont persuadés qu'ils peuvent modeler le lieu à leur image, qu'ils peuvent en faire leur paradis terrestre personnel, et que c'est l'inverse qui se produit. C'est qu'ils arrivent à en faire rien du tout, et c'est la pierre qui les façonne plus que l'inverse. Donc une campagne de pierre. Moi j'ai vu Caribe des Scylla, presque entre ces Fontaines et ces Trois Gueules finalement. Absolument. Ce qui borne. On peut voir ça. On peut voir ça, on peut voir Phèdre aussi, on peut voir beaucoup de mythes. Bonjour Simon Johannin. Bonjour. Première fois que je vous reçois, c'est votre premier roman. Vous avez 23 ans. Pardon pour les âges, mais c'est vrai qu'à force de voir jeune, Primo Romsey, 93. Vous avez commencé par un recueil de poèmes qui s'appelait L'Immobile, qui était aux éditions Décade, exactement. Petite maison d'édition. Vous avez grandi chez des parents apiculteurs dans la Montagne Noire, donc du côté de Mazamet. Je le dis encore parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir ça aussi. Un imaginaire qui s'impose tout de suite. Exactement. Voilà, très très belle région. Ça s'appelle L'été des charognes. C'est publié chez Alia. Et dans ce roman, qui est un roman très court, 150 pages, extrêmement dense. On est à la Fourrière. Alors je vous cite, le nom du bout de goudron qui finit en pattes d'oie pleine de boue dans la forêt et meurt un peu plus loin après les premiers arbres. La Fourrière, c'est nulle part. Ça s'ouvre par le caillassage à mort du chien de la voisine. Cette grosse conne de voisine, dit l'un de vos personnages. Parce que c'est un livre qui a aussi la particularité, comme celui de François Beaune, d'être extrêmement oral. Ouais. On entend parler un jeune garçon qui parle de ses copains, qui vit là dans une sorte de monde paysan très quart-monde, où on voit les animaux plus comme des êtres d'ailleurs autant vivants que morts, puisque leurs fluides sont là, la pourriture est là. Évidemment, derrière la charogne, Baudelaire est là, mais elle est au sens propre. D'ailleurs, comme chez Baudelaire aussi, elle était présente sous nos yeux. Le temps d'un été de misère où les mouches, la crasse, le disputent à l'alcool. Alors c'est curieux parce que c'est un livre qui est à la fois noir et lumineux, c'est miséreux mais il n'y a pas de misérabilisme, c'est du brutal mais c'est aussi du vital, écrit c'est à la fois âpre, fluide. On sent bien que vous avez commencé par la poésie, là. C'est d'abord un livre sur le langage avant d'être un livre sur ce monde paysan. Ouais, moi je voulais vraiment, avant de situer l'endroit, etc., ce qui m'intéressait c'était de partir de l'enfance et comment l'enfant, où est-ce qu'il naît, parce que la naissance est toujours arbitraire, se démerde en fait avec ce qu'il a.
le langage, du coup, qu'on fait le personnage enfant, le fait de faire évoluer le langage, ça me permettait aussi de montrer une forme d'émancipation intellectuelle, même si elle peut mener au tragique au final, mais voilà, de montrer qu'en grandissant et en attrapant du langage, au final, on arrive un petit peu à mettre à distance la violence. Merci à tous les trois de participer à cette émission. Campagne française, c'est comme ça qu'on l'a intitulée. Est-ce qu'il y avait chez vous trois, parce qu'on est précisément dans une époque de campagne, c'est pas que vous ayez prémédité ça, mais une volonté poétique et peut-être aussi politique de faire parler la campagne dans la campagne, c'est-à-dire aussi dans une vie littéraire qui a tendance à ignorer parfois que ce territoire loin de la ville peut être extrêmement riche en force poétique ou même en force comique, François Beaune. Mais je pense que de toute façon, il faut qu'on reparte de l'individu, il faut qu'on aille toujours au plus local, c'est l'échelle, il me semble, de l'art, pour arriver à de l'universel. Et donc, c'est Une vie de Gérard en Occident, le titre. Et là, en ce moment, par exemple, je suis immergé dans une ZUP à Chambéry-le-Haut, et avec un auteur de BD. Et on est en train de travailler sur des histoires des habitants de cette ZUP pour essayer de redonner aussi à voir, à penser l'ordinaire d'une ZUP. Par le langage, et pas toujours l'extraordinaire, quoi. Par le langage. Il faut être sur le terrain, je pense. C'est pour ça que maintenant, moi, je suis en enregistrement, je fais les interviews, je vais chez les gens, j'habite chez les gens. Et je continue ça, et on continue ça avec le collectif d'artistes aussi, qu'on est en train de mettre en place, avec ces 3 villes, Marseille, Tunis, Beyrouth, et puis avec tout ce qui se fait autour. Mais la ZUP de Chambéry. C'est éloignée de la campagne. Non, mais ce que je veux dire, la ZUP de Chambéry, c'est la campagne. Ouais. On est en pleine campagne. Ouais. Et quand vous me demandiez si c'est politique, ce que dit Gérard sur le monde paysan, sur le monde finalement de cette Vendée, qui est une Vendée très industrielle, ça raconte la vie d'un prolo de 55 ans, ces 50 dernières années, qui fait dans la charcuterie, ensuite qui travaille aux abattoirs, ensuite qui va réussir à s'émanciper des abattoirs et qui va rentrer en métallurgie, donc améliorer sa vie de prolo, mais qui n'arrive jamais à prendre la parole, c'est-à-dire qui n'arrive jamais à s'adresser à ceux qui ont le pouvoir. Ouais, cette France périphérique d'ailleurs dont parle Christophe Guilluy par exemple. C'est la campagne, c'est la ville, on sait plus très bien. Mais c'est aussi hybrides. La campagne très globalisée. On est on n'est pas dans une campagne comme chez Simon où on est là on est chez les rednecks où on est vraiment dans un truc où il y a même pas d'envie de s'adresser à politiquement, ils en ont rien à foutre. Non, oui, c'est ça, la question politique, elle est intéressante, mais je pense qu'elle me dépasse autant qu'elle dépasse mes personnages, en fait. C'est une fureur de vivre. Je pense que ce qu'il y a de plus politique chez eux, ça va être ça, cette idée de pas se plaindre, de prendre la vie comme un état de fait, et puis surtout d'être toujours beau, furieux et vivant, et en toutes circonstances. Mais ça, c'est aussi politique, d'ailleurs, de votre part à vous. Je veux dire, là, on parle pas de parti politique, mais de conscience de vie, quoi. Moi, je trouve que ton bouquin, c'est politique aussi dans le sens, c'est comme Morgiev. Moi, ça m'a fait penser à Richard Morgiev. Quand il écrit Un garçon, quand il écrit Le petit homme de dos, on est dans une écriture brute comme ça, où il y a pas, d'ailleurs, on découvre pas vraiment j'en suis à la moitié, on découvre pas le personnage en tant que tel. Ce qui m'intéresse, moi, c'est on découvre son environnement. Il est plongé dans cette merde, là. On est dans du Soutine. On est avec les agneaux en putréfaction, avec des scènes, et en même temps, il y a quelques phrases qui sont des bijoux. Ouais, et de lumière. Des trucs qui sont étonnants avec Didi et son nazi, là, à des moments. Didi, tondu, tué d'ailleurs. Ça, on en parlera. Caillassé aussi, elle aussi, comme les animaux. C'est même traitement. Cécile Coulon, sur cette, est-ce qu'il y a chez vous aussi, dans le fait de revenir comme ça à ce paysage campagnard, à cette histoire aussi de la paysannerie, comment elle s'est mêlée aux gens des villes, comment cette nature, mais aussi cette sociologie s'est modifiée, une volonté aussi peut-être de donner la parole à la campagne. Il y a 2 choses. La première, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit la campagne a fait les hommes et ensuite les hommes ont fait les villes. Et je trouve que parfois c'est bien de revenir à, vous parliez d'état de fait tout à l'heure, c'est ça, cet état de fait qu'il y a des endroits aujourd'hui qui sont déserts, où l'exode a été très important, a eu des conséquences irrémédiables sur les lieux, mais les lieux sont encore là, et les lieux portent encore l'histoire des gens qui sont partis, des gens qui vont bientôt y revenir, parce que de toute façon les villes sont en train d'exploser. Et moi ça m'intéressait de revenir à ça. Ensuite vous parliez d'âpreté
aussi pour décrire l'écriture de Simon. Et qu'on a chez vous aussi, mais différente. Oui, de manière peut-être moins violente et peut-être plus déployée en fait, moins brutale en fait. Moins orale peut-être. Voilà. Et l'âpreté, moi j'ai parfois la sensation que du point de vue de gens qui sont citadins, ça serait le mot qui va décrire le mieux la campagne. Ce côté âpre, vide, rat aussi, alors que c'est l'inverse de tout ça pour moi. On peut pas dire la province c'est la campagne parce que c'est idiot. Il y a des villes, il y a des montagnes, il y a des lacs, il y a des volcans, il y a tellement de choses que je trouve que même que le mot campagne est extrêmement réducteur pour définir tout ce qu'elle renferme. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans ce livre. Oui, d'autant plus comme disait François Beaune que les espaces dits de campagne sont des espaces de ville, on ne sait plus où on est en fait. Ouais, en tout cas en Vendée, moi j'ai vu beaucoup d'ouvriers et peu de paysans quand même. Hein. C'est un espace très industriel, avec d'abord et avant tout, c'est l'invention du jambon sous vide, la Vendée. C'est ça. Et d'ailleurs tous les sketchs, parce que c'est finalement le bouquin, c'est une série de sketchs à la Coluche. C'est pour ça que ça s'appelle Gérard aussi. C'est que c'est un livre drôle. C'est du Coluche. Il attend, il raconte. Tous ces sketchs, c'est les sketchs de ses potes de travail, de comment ça se passe à la machine à café, de les uns les autres. Le rôle du père, les parents. Et puis tout se passe autour du cochon, plus ou moins. Mais il y a vraiment deux formes d'industrie, entre la métallurgie et l'agroalimentaire. On est vraiment, c'est pas la même chose. Agroalimentaire d'ailleurs, et plus agriculture. On continue avec ces histoires de campagne, de Gérard, de chiens caillassés et de tragédies antiques. On va commencer avec vous, François Beaune, Une vie de Gérard en Occident, publié chez Vertical. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. C'est dans le dernier album Zoom, et c'est le choix de François Beaune qui publie Une vie de Gérard en Occident chez Vertical. Pourquoi ce choix musical ? Au début, j'ai pensé vous faire La Sauce au Luma, puisque qui est une très belle chanson vendéenne. Bien sûr. Et je me suis dit que, de fait, j'aurais pas pu écrire ce livre sur la Vendée au plus près des Vendéens si j'avais pas passé tout ce temps aussi en Méditerranée. Et Ananas et Rachita, c'est aussi mon enfance avec carte de séjour à Lyon et tout ça. Et c'est Vénitieux aussi. Enfin bon. Et puis c'est ce qu'il raconte dans cette chanson, c'est Ananas. Il dit qu'il est tout quoi. Ananas, je suis de toutes les couleurs, je suis de toutes les saisons. Anakun Menelwen, Anakun Menfusol. Et c'est vraiment un être collectif comme ce Gérard finalement est constitué de tous les autres qui le composent. Oui, Gérard devient un nom commun. On est un Gérard. C'est le Gérard de Coluche qui a vieilli. C'est le Gérard qui fumait du hakik avec les beatniks. Et maintenant, qu'est-ce qu'il devient ? Fait rire Cécile Coulot. Mais c'est ces êtres collectifs. On est tous un être collectif. On a, avec nos imaginaires, et dans sa mégalomanie magnifique, je trouve, Rachita, il raconte ça. On est tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut faire société. Alors, Une vie de Gérard en Occident, comme son titre l'indique, se présente comme le récit d'une destinée a priori banale. Gérard n'a qu'un prénom dans le titre, un prénom comme un nom commun, un prénom qui a été donné d'ailleurs, j'ai regardé, à plus de 20 000 personnes chaque année dans les années 50. C'est pour ça qu'on a choisi ça comme titre, on s'est dit, ça fait un bon cadeau. Quoi. Ça fait un bon cadeau. Et dans votre livre, donc, ce Gérard se raconte, se souvient et convoque et déroule pour les oreilles d'un réfugié érythréen, Aman, qui ne parle pas, toute la vie locale de Saint-Jean-des-Oies, en Vendée, ses parents et l'hôtel-restaurant familial, le Turc qui travaille à l'abattoir, l'éducation des enfants aussi, les histoires d'écoles catholiques, les histoires d'argent, les histoires de syndicats, FNSEA, CDOA aussi, ce qui est la chambre départementale d'agriculture. Pour traiter le foncier, pour traiter le foncier. Le roman est construit en court chapitres. Ce sont des éclats de vie, vous en avez parlé, qui sont dits oralement et réunis, on le disait, sous la forme d'un menu dans un hôtel-restaurant, menu copieux avec l'étage, trou normand, la chaîne du froid meunière, la vinaigrette vieille vigne, l'arrêt au beurre blanc, évidemment. Et jusqu'au citrate de bétaïne aussi, évidemment. Et les trous normands. Et les trous normands. Je voudrais qu'on vous entende lire, c'est le début du chapitre, l'écolo. Heureusement, j'avais pas que l'abattoir et les gosses dans la vie. Les collègues psychopathes, bon, c'est sympa, mais à petite dose. Les couches pour s'évader, c'est pas vraiment le Club Med. Non, nous, avec Annie, on avait la passion du chant. Ça nous rappelait l'île-dieu, notre rencontre. Alors, on s'était trouvé une chorale où il y avait un peu de tout,
même ce paysan dans le bio qu'on a en commun, toi et moi, Jean-Paul. Mais à l'époque, avec Catherine, ils étaient pas encore chez Welcome. Bon, l'association ne devait pas exister. Tu sais que c'est à cause d'eux que tu es là ? Il y a 3 semaines, il me dit, Gérard, écoute, nous, on va en prendre un. Vous voulez pas en prendre un, vous aussi ? Vu que les enfants sont partis, que les chambres sont vides ? Moi, bon, j'étais pas trop au courant de vos soucis de réfugiés, là, au départ. L'Érythrée, j'avais dû en entendre parler, mais je m'intéresse surtout à la politique locale. Si tu veux, j'essaie de comprendre à mon niveau. Le mondial, à part le foot, ça fait trop loin. Comme disait mon père, les biscottes, c'est quand même beaucoup de miettes. Merci François. Ça fait, vous faites beaucoup rire. Moi, je suis très contente d'être venue, vraiment, parce que je rigole. C'est bien. C'est un extrait. C'est l'humour auvergnat en fait. Ah oui, mais c'est ça. Hein. Une vie de Gérard en Occident. C'est du Fernand Reynaud. C'est chez Vertical. Alors on entend hein, la voix de Gérard, c'est très oral. Vous nous avez expliqué que vous aviez collecté ces histoires-là en dormant chez les gens. Vous avez enregistré, vous restituez la voix telle qu'elle, ou il y a un travail d'écrivain sur le montage, d'ajuster certaines pièces de ces histoires. Il se trouve que j'ai la musique. Et puis alors la particularité, c'est donc j'essaie de retranscrire la musique des mots, en particulier de Gérard. Et d'ailleurs, quand j'ai tout réécrit cet été... Donc vous réécrivez quand même. Ouais, c'est tout réécrit. Ouais, c'est tout beaucoup réécrit. Il faut garder une même voix, des fois, il y a fait des trucs pas vrais. Hein. Ouais, ça c'est le grand luxe. Oui. Comment... je voudrais vous interroger aussi sur ce dispositif. Le dispositif est intéressant, c'est très théâtral, ce soliloque finalement adressé à cet Érythréen, hein, ce réfugié qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, qui parle pas, on se demande d'ailleurs s'il peut vraiment comprendre, en tout cas il subit les histoires. Comme il parle pas bien français. Voilà. Vous l'avez lu, hein, voilà, l'Érythrée, c'était pas le problème de Gérard a priori. Il y a quand même un côté, il y a cette part de vérité, mais un côté de décrochage totalement surréaliste dans le fait de s'adresser à cet Érythréen. Alors, il y a aussi cette part de fantaisie que vous revendiquez, cet humour aussi. C'est un peu de l'absurde vous en parliez au départ, c'est en attendant Godot, quoi. Il y a un côté absurde. Voilà. Il s'adresse à un Érythréen qui parle pas français en attendant une députée socialiste, Marianne, qui veut voir des vrais gens, mais qui arrive pas, elle est en retard. Et il a plein de trucs à lui dire. Il a observé son monde. C'est un personnage complexe, Gérard. C'est un personnage attachant, mais qui est pas dans la caricature du Vendéen. C'est un personnage qui est vraiment intéressant parce qu'il a fait ce travail d'observation depuis des années, mais il a jamais réussi à trouver quelqu'un pour vraiment l'écouter. Et là, pour le coup, on se dit, il va trouver quelqu'un pour l'écouter, et elle arrive pas. Et c'est sa limite. Sauf qu'en fait, c'est l'Érythréen qui l'écoute. Et est-ce que l'Érythréen, c'est nous, c'est le lecteur? En fait, finalement, qui est à la place de ce personnage qui reçoit. Et est-ce qu'il n'y a pas justement l'idée quand même qui pourrait être même gênante, enfin d'un exotisme un peu comique, comme si vous mettiez le lecteur dans la peau d'un Érythréen. Je pensais là à Montesquieu, comment peut-on être persan, qui écoute justement cet homme qui devient très exotique, Gérard. Oui, mais l'Érythréen, lui, il comprend pas de toute façon. Donc il est là et il boit ses bières parce qu'il veut être sympa, puisque Gérard, il l'accueille chez lui, il lui offre l'hospitalité. Là, en tout cas, par rapport à l'exotisme, il y a quelque chose que dans le processus en fait d'écriture, moi, ça me semble vraiment intéressant d'être le Candide qui arrive. Et pendant 2 ans, j'ai été le Candide de Voltaire. Vous avez été l'Érythréen, en fait. Et voilà, je suis arrivé, mais sauf que je parlais français. Bon, c'était le seul truc. Mais je parlais pas patois, et j'ai découvert le patois vendéen qui est passionnant. Et d'ailleurs, c'est lié à ça, cette oralité, c'est que c'est du Rabelais, en fait. Le Poitevin, c'est du Rabelais, et on retrouve dans la manière de parler aujourd'hui des Vendéens, cette gouaille, cet humour. Moi, je trouve il y a vraiment un humour en Vendée de pince sans rire qu'on peut retrouver chez Fernand Reynaud aussi. Moi, je suis d'Auvergne aussi, comme Cécile. Et il y a cet humour un peu, on est des pauvres paysans, quoi. Il y a un truc comme ça que j'aime bien. Et donc, vraiment, que j'ai trouvé très sympathique, qu'on retrouve dans Gérard. Mais ça a été la Vendée, j'arrivais du Liban, quoi. Et je me suis plongé dans la Vendée de façon très candide, en oubliant un peu les guerres de Vendée et tout le passé, et puis de Villiers. Vous en parlez, et tout ça. hein, quand même. Villiers, d'ailleurs, est présent, d'ailleurs. Ah bah oui, je parle de Villiers parce que c'est important d'en parler. Voilà, de l'école catholique. C'est aussi politique, ce livre. Vous disiez, vous tourniez vers Cécile Coulon, il y a quelque chose qui est très commun
entre vous deux. On verra d'ailleurs si c'est la même chose chez Simon Johannin. Gérard se définit comme un anti-Brel, celui qui n'a jamais rêvé de partir sur une île. Je le cite: « Je ne pense pas que les gens soient bien différents d'un côté ou de l'autre du monde, en Érythrée chez toi ou ici dans le bocage. Sur Terre, on est les mêmes. Ils changent juste le décor. C'est peut-être ça le bonheur, de pas avoir des envies d'ailleurs. » Tu trouves pas? Il y a un côté aussi, vous parliez de Candide, précisément, il faut cultiver son jardin, la leçon à la fin. Ouais. On a un peu ça, je trouve, chez vous, Cécile Coulon, avec le refus du voyage. On est bien aux Fontaines aussi. Il ne leur venait pas à l'idée de sortir d'ici. Plusieurs fois, ça revient. On est bien dans cet Éden qui peut être cauchemardesque, mais en tout cas, on ne veut pas rester, même si la terre est dure. La terre est extrêmement difficile à cultiver, elle est dure, et quand il y a de l'eau, c'est des orages, c'est la foudre. Donc tout est compliqué, tout est difficile, tout est brutal, mais on n'a pas idée d'en sortir. La seule chose, c'est que les personnages dans ce livre viennent de la ville. Les frères Charrier sont venus creuser la falaise. Sont venus creuser la falaise avec leurs ouvriers. Les ouvriers qui venaient de la ville ont découvert les fourmis blanches. Les fourmis blanches, qui sont couverts de poussière, de roches, sont venus là et ils ont pu avoir enfin des maisons. Ils ont pu avoir un endroit où emmener leurs enfants pique-niquer, ce qui n'était pas possible avant. Et le médecin, de la même façon, est un médecin qui a connu Saint-Étienne pendant la guerre et qui vient ici essayer de se soigner, essayer de soigner les autres, parce que pendant la guerre, il n'a pas réussi. Donc c'est aussi... Et Agnès, qui sera de la ville aussi. En fait, à chaque fois, il y a cette rencontre. Ils viennent tous de la ville, ceux qui habitent les Fontaines, parce qu'ils ont été martyrisés, ils ont été brutalisés par la ville. Donc l'idée d'un refuge, finalement, un peu comme le Gérard, finalement, pas envie d'ailleurs, C'est-à-dire anti-mondialisation jusqu'au bout, On va pas voir ce qu'il y a... Alors, anti-mondialisation, je sais pas, parce que d'un côté, ils viennent se réfugier, et en même temps, ils sont bien contents quand la carrière commence à vraiment être connue en France entière, et où beaucoup de gens achètent la pierre. Simon Johannin, chez vous, ils veulent pas partir non plus. Ils sont bien finalement, ces petits sortes de petits gibus de Larry Clark. Ouais. Alors les parents non, certainement pas. Ils sont dans leur délire. Par contre, je pense que la différence pour mon narrateur, elle est là, c'est que lui, au bout d'un moment, il comprend qu'il doit se casser s'il veut qu'il se passe quelque chose. Et il en a vraiment marre. Au bout d'un moment, ça lui pèse dessus, mais c'est toute son histoire, c'est toute sa vie. Il y a pas de rancœur. Il y a aucune rancœur à aucun moment donné. C'est pas une vie qui rend des comptes au passé, mais c'est une quête de lumière. C'est toujours aller chercher furieusement là où ça se passe pour lui, Voilà, la terre qui est belle, la terre qui est dure. On continue à en parler avec Cécile Coulon. 3 saisons d'orage, c'est chez Viviane Ami. Vous avez choisi, Cécile Coulon, comme choix musical David McNeil, Hollywood. Pourquoi pour une raison très simple, c'est que c'est une chanson où il n'y a pas de refrain. Et donc du coup, c'est une petite musique qui ne s'arrête jamais. Moi, j'en ai marre des chansons avec des refrains où on vous dit au bout d'une minute, il y a un refrain et puis après on reprend. C'est tellement structuré. Et là, cette chanson, elle est belle, elle est douce et elle s'écoule comme du miel sur une tartine de pain et je trouve ça très beau. David McNeil, Hollywood, c'est le choix de Cécile Coulon qui publie 3 saisons d'orage chez Viviane Ami. Vous nous parliez d'une tartine et de miel. J'étais étonné. Alors, c'est pas exactement la température musicale, David McNeil, de ces 3 saisons d'orage. Pas du tout. Mais alors, comme je vous disais, hors micro, c'était soit ça, soit Jean Ferrat. Et Jean Ferrat, j'ai écouté ça pendant 18 ans, donc là, j'en ai un petit peu marre, vous voyez. J'aime beaucoup cette chanson de David McNeil parce qu'il y a cette petite musique, pour reprendre une expression qu'on a attribuée à Françoise Sagan. Puis il y a une flûte de Pan. Il y a une flûte de Pan derrière, il y a cette guitare bucolique, improbable, voilà. Et non, j'aime beaucoup cette chanson et je l'ai beaucoup écoutée en écrivant ce livre. Alors, 3 saisons d'orage, Cécile Coulon, ça paraît chez Viviane Ami. On suit 3 générations issues de 2 familles qui sont liées l'une à l'autre par un secret que seul peut raconter le curé local. On est à la campagne, dans un lieu aussi beau que violent, les 3 Gueules, un défilé de roches que vous décrivez comme une forteresse imprenable. Après la guerre, et c'est important d'ailleurs de mentionner ça et de parler d'histoire de France, car le livre est irrigué par cette histoire de France d'après-guerre où la campagne et la ville se mélangent, où il y a de l'exode rural, mais aussi un exode des citadins vers aussi la campagne. Après la guerre, donc, la création d'une carrière a donné du travail aux locaux. On y vit mieux, dans de meilleures conditions, et c'est dans ce paysage âpre, mais où la vie est paradoxalement plus facile que dans d'autres territoires, que se retrouve un jeune médecin, André, marqué par la mort d'enfants, donc tué pendant la guerre. Et ce spectacle de la mort l'a décidé à se consacrer aux autres, à la vie. Son arrivée d'ailleurs est vue comme l'arrivée de la vie dans ce village. Ils ont moins peur, vous le dites. Ils ont moins peur parce qu'à partir du moment où un médecin arrive dans un endroit aussi reculé, c'est la promesse
qu'on va réussir à être soigné dans les temps. C'est la promesse que les enfants vont pas mourir trop tôt. Ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. On a des campagnes qui sont désertées par les médecins généralistes. Désert médical. Les fameux déserts médicaux. Et moi, je l'ai un petit peu connu, ça. Et c'est vrai que dès qu'un médecin vient s'installer quelque part... Vous l'avez connu parce que la campagne fait partie de votre imaginaire aussi, parce que vous y vivez aussi. Parce que j'y suis née, parce que j'y ai vécu pendant 18 ans. Après, il a fallu, comme beaucoup, aller faire des études... Exode rural. À la aussi. métropole clermontoise, n'est-ce pas? Puisque c'est marrant parce que Clermont-Ferrand, pour les gens qui habitent à Paris, c'est la campagne, Clermont-Ferrand. Et pour les gens qui habitent à la campagne, Clermont-Ferrand, c'est une immense ville. Oui. C'est Michelin. C'est Michelin. C'est le pneu et le fromage, Clermont-Ferrand. Oui, exactement. Absolument. Alors donc, André s'installe à la campagne et on va le suivre. On va suivre la lignée d'André, donc son enfant, Bénédicte, un enfant qu'il découvre tard et qui va découvrir ce père et ce territoire qui le fascine et qui lui aussi va, se reproduire, va avoir aussi des enfants. Et ils s'établissent dans une ancienne ferme et vont se lier à une autre famille, des paysans. Robustes, dont Valère, qui tombe amoureux de leur fille Bérangère. Les forces sont en présence, il n'y a plus qu'à laisser agir presque, Cécile Coulon. Oui, je crois que la première idée, c'était ces personnages qui arrivent de la ville, qui viennent aux fontaines, qui pensent enfin trouver un lieu qui leur appartient, alors qu'en fait c'est eux qui vont appartenir tout entier au lieu. Et dans cet endroit, les deux familles qui sont en fait liées dès le départ par les ouvriers, parce que quand les ouvriers arrivent, les paysans doivent les nourrir et les médecins doivent les soigner, tout simplement. Donc quoi qu'il arrive, même s'ils sont extrêmement éloignés par le statut social, par les endroits où ils vivent, le médecin vit en hauteur, les paysans vivent dans la vallée. Ça aussi, c'est important, la géographie sociale. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et l'idée, en fait, c'était un peu comme quand on fait une recette, on balance tout dans une marmite, on fait chauffer en dessous et on voit ce qui se passe. Et là, ce qui se passe, c'est une tragédie grecque. On vous écoute lire un extrait de ces 3 saisons d'orage, et c'est le portrait d'une femme. Elle était bien née. Lui, il n'avait que la ferme, à partager en 4. Antoine pourrait travailler avec lui, mais Louis et Aimé, une fois leurs parents disparus, poseraient un problème. Ils ne se contenaient pas, se comportaient comme des animaux traqués, incapables de guérir de blessures que seuls avaient ouvertes. Un jour ou l'autre, Valère affronterait ses frères. Le plus tard possible, pensait-il. Le plus tard possible. Et puis il y avait Bérangère. Elle était drôle, intelligente, elle avait un front large, une bouche et des cheveux fins. Ils s'étaient rencontrés sous un préau et depuis ils ne se quittaient plus. Valère n'imaginait pas sa vie sans elle, il était tombé amoureux très vite, de sa façon d'être à l'aise avec n'importe qui, de cette manière de traverser la rue, de dire bonjour très naturellement, parce qu'elle était la fille de Bénédicte et la petite fille d'André. On avait respecté Bénie Bérangère avant même qu'elle vienne au monde. La vie continuait. Elle persistait, malgré les forces qui planaient au-dessus des 3 gueules, malgré les cris gutturaux des oiseaux qui jaillissaient du torrent, les femmes accouchées d'enfants robustes et Bérangère, cette fille du pays, qui n'avait rien vu d'autre que la plaine devant la terrasse de son immense cabane, Bérangère était tout ce que les fontaines attendaient qu'elle soit. Merci Cécile Coulon, 3 saisons d'orage, donc on disait on voit tout est en place, même le vol des oiseaux, alors est-ce qu'il y a une de gauche ou de droite? On voit de déjà, gauche évidemment. Voilà, évidemment. Exactement. Quel signe cela donne aux personnages, on va le découvrir, on va pas dévoiler ici tout, mais il y a une chose qui m'intéresse aussi, c'est le regard que l'écrivain que vous êtes jette sur ce lieu, ces 3 gueules, ces fontaines aussi, comme si on avait la roche et l'eau. On a l'impression que ce lieu engendre un sentiment d'appartenance assez irrationnel à ces gens. L'un des personnages va d'ailleurs s'inscrire contre ça, comme s'il fallait préserver vraiment le lieu à tout prix. C'est Valère, qui est pourtant l'un des fils de la famille paysanne, et qui pense ainsi, lui, personne n'aimait sans juger tous les êtres nés au même endroit. Pour cette raison unique, cela n'avait pas de sens. On peut pas ne pas penser politique quand on lit ça. Il pense pas très droit du sol, Valère. Il est bien plus subtil que ça. Il est plus subtil, mais il est plus subtil aussi parce qu'au moment où il pense ça, il est lui-même, secoué par des sentiments très très forts, par des bouleversements, des frémissements qu'il n'arrive pas à contenir, qu'il n'arrive pas à maîtriser, pour quelqu'un qui ne vient pas du même sol, qui n'est pas né dans cette terre. Le hors-saint, comme on disait en Normandie. Absolument. Et je crois que Valère a cette intelligence du désespoir. De son amour meurtri va naître la faculté de penser que c'est pas parce que il partage une terre ou qu'il partage un sang qu'il est obligé d'aimer
les personnes de ce sang et de cette terre. Et elle puise où sa source, Cécile Coulon, cet attachement minéral, viscéral au monde de la nature qu'on sent dans votre écriture, le silence toujours lourd d'orage, et à cause de ça précisément, à la fois puissant et fascinant. On sent que c'est porté, ça. Alors, une raison très simple, je ne comprends pas les villes. Je ne suis pas touchée par les villes. Les endroits que je trouve les plus beaux dans les villes, c'est les zones industrielles. Donc, je suis vraiment perdue pour la nation de ce côté-là. Et puis, je trouve que depuis 20-30 ans, l'espace urbain a pris énormément dans la littérature. On parle beaucoup de la ville. Et c'est normal, puisqu'elles explosent, ces villes. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Mais, du coup, on a laissé en marge, comme en politique d'ailleurs, des endroits en France et ailleurs que moi je trouve superbes, justement parce qu'ils ont été abandonnés. Il y a cette mémoire des lieux, il y a ces histoires des lieux, il y a ces secrets aussi des lieux. La littérature peut réparer une sorte de faute politique, puisque vous disiez comme en politique, on a laissé tomber ces lieux. Alors je ne sais pas si c'est une faute ou si c'est simplement une évolution sociale et politique. Là, une lacune, si vous voulez, voilà, un vide. Ouais. Un vide, oui. Ouais. Je pense que la littérature, il y a une phrase de Pessoa très connue qui dit que la littérature vient quand la réalité ne suffit pas, et là c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que si on ne voit pas les lieux, on peut au moins en parler ou on peut au moins en écrire. Vous êtes d'accord avec cette définition, Simon Johannin, finalement, de on parlait de ces territoires un peu abandonnés, loin de la littérature, loin de la politique, sont les campagnes, ils sont au centre aussi de votre premier texte. Ouais, moi en fait je prendrais plutôt le parti inverse de la citation, c'est-à-dire c'est quand il y a trop de réalité qu'il faut commencer à écrire pour gérer tout ça. Moi, c'est un peu trop de réalité, c'est-à-dire. C'est-à-dire que du point de vue de mon narrateur que je mets en scène dans l'été des Charognes, il se passe trop de choses pour sa petite tête quelque part. C'est un univers qui est violent, il est bousculé en permanence. C'est une enfance qui est belle mais pas facile. Et le fait d'en parler, tout simplement, ça lui permet de gérer les choses et de continuer à avancer, en fait, de pas marquer les coups. Et il y a cette envie de parole qui le traîne. Une parole qui sauve, là. Oui, c'est ça, qui sauve et puis qui lui permet de mettre les choses à distance et d'être dans un rapport d'égalité avec le monde, même si le monde lui met des coups. On va en parler de ces coups parce qu'on en prend le lecteur. On prend aussi, dès les premières pages, on vous entendra partager lire. La peine. Voilà, partager la peine, partager les coups. Simon Johannin, ça s'appelle L'été des Charognes, c'est chez Alia. On en parle tout de suite, on écoute votre choix. Vous avez choisi, alors, Kalash criminel, sale sonorité. Qu'est-ce que c'est que ce Alors, c'est un morceau d'un jeune rappeur originaire du 93. Je l'ai choisi de manière très simple en fait parce que je pense qu'on met beaucoup en opposition les jeunesses populaires de la campagne et les jeunesses des quartiers populaires de la ville, alors que pour avoir grandi dans un milieu populaire campagnard, culturellement on doit énormément aux quartiers populaires des villes. La culture hip-hop en fait a tout simplement sauvé plein de jeunes des campagnes. Je viens d'un collège où on était 150, tout le monde écoutait du rap et c'est pas pour rien, c'est pour tenir le coup. Kalash criminel, sale sonorité, on l'écoute encore un petit peu, c'est le choix de Simon Johannin qui publie son premier roman, L'été des Charognes, chez Alia. Vous disiez le rap a sauvé la jeunesse des campagnes. Oui, enfin clairement, je pense que culturellement parlant, oui, politiquement parlant, c'est pas encore gagné, mais clairement oui, enfin la culture hip-hop c'est quelque chose, enfin ça a transpercé complètement toutes les couches de la société. Et moi, si je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu écouter certains rappeurs qui sont venus me parler jusque dans mon poste de radio pourri dans ma chambre. À la campagne. Et que j'ai pu entendre certaines histoires. C'est votre cas aussi, Cécile Coulon. Complètement. Le rap ce que vous dites, c'est qu'en fait, d'un côté, il y a une image extrêmement urbaine, hip-hop du rap, mais je pense que c'est la seule musique, le seul style musical qui arrive à passer à travers toutes les couches géographiques. Ouais. Et comment vous l'expliquez, ça d'ailleurs je sais pas, Qu'est-ce qu'il y a de commun finalement entre quelqu'un qui vit, je me souviens de la campagne de François Bayrou par exemple, où sur la dalle d'Argenteuil, les jeunes des quartiers brandissaient des petits tracteurs miniatures parce que c'était le symbole, le logo du modem à l'époque, et il y avait quelque chose d'assez décalé d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un poil de verdure ou très peu sur la dalle d'Argenteuil. Je sais pas s'il y a vraiment des choses en commun parce que c'est des vécus qui sont tellement différents. On prend aux mêmes oppressions en fait, tout simplement parce que la jeunesse des campagnes est blanche et que celle des quartiers populaires ne l'est pas, et que de fait elle subit un racisme systémique que nous on ne subit pas, et ça crée un énorme fossé. Mais je pense que c'est plus une énergie, une envie de fraternité. Moi j'ai pas peur de le dire, ou c'est juste c'est comme ça que ça se passe, quoi. Vous avez raison. Alors, L'été des Charognes, qui paraît chez Alia, c'est un texte donc très court, 150 pages, très dense, un fragment de vie coupante, un bout de paysage infernal et en même temps lumineux. C'est tout le paradoxe et l'intérêt d'ailleurs de ce texte. On est à la Fourrière, je citais à l'orée de cette émission. Voilà, ce bout de goudron qui finit en pattes de doigts pleine de boue. La Fourrière, c'est nulle part.
Dans ce décor vivent des enfants, des parents aussi, mais des enfants qui prennent la parole, notamment l'un d'eux, et des animaux, des enfants qui tuent des animaux aussi. C'est même comme ça que ça commence. On vit hors du monde, en même temps on est dans le monde. On vit hors la loi et en même temps il y a d'autres lois qui existent. Les charognes puent et en même temps on est très très touché par... Je parlais de la guerre des boutons tout à l'heure parce qu'on a l'impression d'entendre dans le phrasé, puisque c'est un enfant qui parle, le petit gibus ou le braque, mais comme si on était plutôt avec Sperm Ball et Kiko dans What's Up Rockers de Larry Clark. Ça vous va comme impression de lecteur? Ah oui, je suis très flatté. Non mais c'est ça, il y a un décalage. Mais ce que vous dites est tout à fait logique, c'est-à-dire qu'à l'époque du petit gibus, Larry Clark et la culture américaine n'étaient pas encore arrivés en France de la même manière qu'elle l'est maintenant. Moi, je fais partie d'une génération où j'ai été biberonné complètement enfin, ma culture est plus américaine que française, où c'est au moins 50-50. Quand vous parlez de Larry Clark, toute mon adolescence, j'ai passé beaucoup plus de temps à m'identifier au personnage de Larry Clark et à me reconnaître dans ce qu'ils vivent, plutôt que de ce qu'on proposait dans le paysage culturel français, qui était souvent très parisien, plus aisé que le milieu dont je venais. Donc c'était pas des histoires qui me parlaient en fait. Et je suis allé beaucoup chercher de l'autre côté de l'Atlantique, effectivement. Et pourtant, vous écrivez bel et bien en français. Ça c'est clair. On va vous écouter. Simon Johannin. Attention, vous êtes prêts? On marchait sur le bord de la route quand on est tombé dessus. Ça faisait déjà quelques jours qu'on le cherchait. Il s'était barré après ça, comme si tout de suite il avait senti que ça allait chier pour lui. Il paraît qu'ils peuvent sentir ce genre de choses, les chiens. En tout cas, lui, il avait bien senti. Jonas, qui l'a vu en premier, il était en train de fouiller dans les feuilles avec sa truffe, juste à l'entrée du champ qui part sur la gauche de la route, celle qui mène au hameau qu'on habite tous les deux. On l'a fait venir un peu plus loin jusque dans la remise avec la grille accrochée au plafond qui servait avant à faire sécher les châtaignes dans le bois avec les grands hêtres. Il voulait pas entrer dans la remise, alors on l'a frappé bien fort dans la gueule avec un bâton pour qu'il y aille, et il a couru se mettre au fond contre le mur. Nous, on s'est mis tous les deux derrière lui. La porte était très basse, il y avait des feuilles mortes partout sur le sol. On n'y voyait pas grand-chose parce que Jonas et moi, on cachait la lumière du jour qui entrait derrière nous, si bien que le chien, il a dû voir que nos ombres se pencher et ramasser les pierres au sol et lui jeter bien fort en plein sur sa tronche de con. Il a commencé à gueuler pire que la mort, et nous, on l'a défoncé avec les pierres jusqu'à ce qu'il gueule plus du tout. Ça a duré longtemps, mais à la fin, on aurait dit qu'il restait plus que des poils, du sang et un bruit d'os mouillé qui flottait dans l'air humide de la cabane. On est resté là un moment à sentir la grosse douleur se répandre dans la pièce, puis on a fait demi-tour. On allait bientôt nous appeler à table, et fallait pas qu'on soit à la bourre si on voulait pas se prendre tout de suite la première droite de la journée. Merci Simon Johannin, extrait de la première droite de la journée. L'été des charognes chez Alia. On en parlait tout à l'heure avec François Beaune sur cette parole orale récoltée, mais que vous avez retravaillé, François Beaune. Oui, il y a tout un travail. Je pense qu'il y a 2 temps. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a formalisé. Le processus d'écriture, il est dans la collecte, puis dans la restitution. Et par exemple, quand j'ai écrit La Lune dans le puits, d'ailleurs, qui sortira en poche là bientôt, qui était ce recueil d'histoires vraies de Méditerranée, j'ai été vraiment dans la fidélité, dans la musique des histoires aussi. C'était des histoires dans toutes les langues de la Méditerranée, mais dans la fidélité des histoires racontées. Tandis que là, pour ce livre, je me suis permis la fantaisie et l'invention, etc. Et donc, je suis moins dans une forme documentaire et plus dans une forme romancée, fictionnalisée, parce que la matière était nécessaire. Je pense qu'il faut simplement faire confiance à la matière et elle trouve sa forme idoine. Alors cette matière, comment vous l'avez-vous travaillée, Simon Johannin? Parce qu'on est aussi c'est très oral aussi, c'est un enfant qui raconte, et on l'a senti, cette violence, cette forme s'est imposée. Comment vous avez sculpté cette matière brute, et d'où est venue la matière brute? Je suis redescendu en moi, tout simplement. Je viens de quitter l'enfance, on peut dire, et l'adolescence, et maintenant que c'est fait, je peux me permettre ce retour en arrière. Et l'idée, c'était vraiment de me remettre dans cette mentalité, entre 12 et 15 ans, on est franchement pas malin pour la plupart d'entre nous, et on fait beaucoup de conneries. Et en même temps, il y a quelque chose qui est tellement vivant et mon narrateur le dit un peu toutes les 3 phrases, on s'en bat un peu les couilles, franchement, de ce qui se passe autour. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se remettre de ce point de vue-là, tout en ayant une intelligence dans le regard, tout en déconstruisant des préjugés qu'on acquiert par l'éducation, tout en mettant les choses à égalité, tout simplement en les regardant en face, en fait. Voilà, mais là, vous avez 23 ans, donc quand vous aviez 12 ans, mettons donc il y a 13 ans ou 14 ans, la campagne que vous décrivez, c'est quand même une campagne un peu exagérée dans le côté, même pas tiers-mondiste, c'est quart-mondiste. C'est-à-dire que les enfants prennent les voitures pour accompagner les parents ivres morts. Ce caillassage de chiens, c'est un caillassage à mort. Ouais.
Ouais, c'est un meurtre. Il y a de la charogne partout, on le disait tout à l'heure, on vit avec cette odeur, cette pourriture, Ouais. on a l'impression d'être vraiment dans la boue Ouais. et dans l'excrémentiel. Il y a une part d'exagération poétique aussi dans ce texte. C'est pas uniquement le vécu de Simon Joannin. D'ailleurs c'est clairement pas Ou alors on autobiographique. appelle les services sociaux tout de Mais, suite. mais c'est marrant parce que les services sociaux, c'est une phrase qui revient souvent quand on parle du livre et qui m'étonne pas mal parce que je pense qu'il y a des enfances au final bien plus malheureuses que celles que je décris. À part ça, pour revenir à ce que vous venez de dire, l'exagération, elle est en fait aussi due au point de vue de l'enfant. Quand on est enfant, on est plus petit que les choses et on est plus petit qu'un tas de charognes. Et moi, j'ai vu un tas de charognes quand j'avais 5 ans et c'était plus gros que moi et ça puait plus que moi. Voilà, il y a d'abord le point de vue et à côté, il y a après cette idée de... Bon, je vous dirais pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans le livre. Je voudrais pas vous faire peur. Non, mais c'est pas ma question. Mais il y a cette idée de condenser en fait. C'est 10 ans de vie en 140 pages, donc forcément c'est les choses les plus fortes qui vont sortir et c'est les accidents qui marquent et c'est une espèce de Fury Road quoi. Ça commence par un meurtre, hein, on l'a écouté tout à l'heure, le meurtre d'une chienne qui n'a rien fait d'autre que de croquer un chat et surtout d'être la chienne de la conne de voisine, hein, comme le dit votre narrateur. Cette scène violente nous met immédiatement dans le bain de cet été des charognes. Comment définir le rapport entre les animaux et les hommes dans votre livre? Parce que le titre le dit, l'été des charognes, on a l'impression que l'animal, de toute façon, il porte la mort en lui directement, il est déjà presque en train de se décomposer. De fait, puisqu'il est voué à l'abattage, pour la plupart des animaux. Et alors, ce qui est en fait le rapport à l'animal qui est très présent dans le livre, il parle d'un constat que j'ai eu l'occasion d'expérimenter toute mon enfance et de théoriser ensuite, qui est que le réel est partagé entre des êtres qui sont vivants, les hommes et les animaux. Et la seule chose qu'on sait du regard que portent les animaux sur le monde, c'est effectivement ce regard, le fait qu'ils ont des yeux pour le voir et que nous aussi, et qu'on se voit l'un et l'autre. Mais que c'est difficile d'aller plus loin, on est au seuil de quelque chose. Et dans ce livre, le rapport à l'animal, c'était essayer d'aller au plus près de ce seuil, via le chien qui est là du début à la fin, via cette espèce d'emprise mystique qui va prendre le narrateur et le faire décoller complètement, qui va lui dans la fin du livre, qui va complètement lui cramer le cerveau et où les animaux en fait vont revenir comme un ressac, pas l'entourer mais juste encore une fois signifier leur présence au monde et dire les gars on est là aussi quoi. Oui, c'était ça ma question parce que d'ailleurs vous en parliez François Bonne, il y a un passage où on parle d'une Didi donc qui a eu un amour allemand pendant la guerre et ça s'est fini comme ça pour Didi. À la Libération, les gens du village, ils ont pris Didi, ils l'ont mise à poil et lui ont rasé la tête. Puis à elle et aux autres, ils leur ont jeté des pierres et des morceaux de briques. Il y en a une qui avait 15 ans et qu'ils ont tuée avec les pierres. Elle est restée allongée toute nue dans le caniveau et les gens lui crachaient sur le corps. C'était des porcs, les gens, à la Libération. C'est-à-dire que là, confusion du genre humain et de l'animal. C'est-à-dire cet animal qui porte la mort en lui et la pourriture, finalement, c'est aussi le genre humain qui est mis sur le même plan. Ouais. On est presque chez le docteur Moreau de Wells. Il y a de ça et au-delà de ça, ce passage-là particulièrement, c'était une petite mise en perspective avec l'histoire qui n'est pas racontée ici de la même manière qu'on nous la raconte à l'école. En fait, moi, les histoires de personnes qu'on m'a racontées de la Libération, c'est des histoires qui sont extrêmement violentes à chaque fois. C'est des histoires qui sont d'une misogynie qui est incroyable. C'est une punition collective qui dépasse complètement l'entendement. Et quand on apprend ça à 8-9 ans, ça met un drôle de coup pour commencer dans la vie, en fait. Et c'est de ça que je parle, et c'est aussi ça que j'essaye de dépasser, en fait, toute cette violence qui est intrinsèque à l'enfance, mais qui ne vient pas, en fait, de l'enfance, qui est apportée par tout ce qui est extérieur. Et comment gérer ça, quoi. Dernière question pour terminer. Chez vous, Cécile Coulon, il y a une figure de prêtre, et je vous cite, je suis né dans une église de grande ville, je mourrai dans une église de village, je suis vieux comme tous les hommes d'église, et comme tous les hommes d'église, je n'ai pas d'histoire, j'ai abandonné la mienne pour entendre quotidiennement celle des autres. C'est aussi une métaphore de l'écrivain, voilà, qui est là pour transmettre ce que les autres ne peuvent pas écrire, peut-être parce qu'ils n'ont pas les mots. La figure du curé, pour moi, dans ce livre, elle est très particulière parce qu'effectivement, il entend l'histoire des autres, mais il est censé la garder, il est pas censé la raconter. Et là, dès le départ, il dit, mais même moi, qui suis là pour ça, pour me taire, je suis obligé de parler parce que ça déborde. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a trop de réalité, donc on a besoin d'écrire ou de parler. Je pense que, de gueuler, ouais, carrément, de hurler. Et je pense que, alors je sais pas si les écrivains sont voués aux autres, ça j'en sais rien. Il me faudrait, je pense, 48 heures pour réfléchir à cette question. En tout cas, à partir du moment où on publie un livre, ça veut dire qu'on donne quelque chose aux autres. Ça, c'est sûr. La différence entre un curé et un écrivain, c'est qu'un curé, on vient lui parler, alors qu'un auteur doit aller voir les autres pour qu'il lui parle. Vous êtes d'accord ?
Oui, je suis d'accord, effectivement. Je pense que moi, c'est quelque chose dont je viens de prendre conscience parce que c'est mon premier gros livre, enfin en tout cas, qui dépasse le cadre de la poésie avec lequel on n'a pas le même rapport, je pense. Mais j'ai tout de suite pris conscience, effectivement, de la gravité, en fait, de l'importance. C'est quelque chose de très sérieux, au final, de publier un livre. Et c'est un vrai objet qui ne va pas bouger. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Prochaine collecte d'histoire, François Beaune, ce serait quoi? Là, je suis sur Chambéry. La Tunisie, je travaille avec un auteur de bande dessinée, Mohamed Chenaoui, égyptien, sur la Tunisie, donc il va apporter son regard candide et neuf sur les habitants de Tunis aussi. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci. 3 saisons d'orage chez Viviane Ami, c'est le livre de Cécile Coulon. Une vie de Gérard en Occident, François Beaune, c'est chez Vertical. Et Simon Johannin, L'été des charognes, c'est chez Alia.